La République du Congo, vous le savez, donc a célébré ce 15 août le 66e anniversaire de son indépendance. C'est exactement le 15 août 1960 que le pays a officiellement obtenu son statut de pays indépendant vis-à-vis de la mère patrie, j'ai cité la France, mettant ainsi fin à la période de domination coloniale. À cette date, le pays devenait souverain avec l'espoir de construire une nation capable de décider de son propre avenir. Mais depuis, l'histoire du Congo a été marquée par des coups d'État, des crises politiques, mais également des conflits armés. Aujourd'hui, 66 ans après, le Congo entend tourner cette page sombre de son histoire et pense s'orienter vers le développement. Cette année, l'événement, vous venez de le suivre, cette année a été marquée sous le signe du thème Objectif développement accélérant la marche vers le développement. Plusieurs événements ont marqué cet événement. On parle de plus importants, notons le semi-marathon international de Brazzaville qui s'est déroulé au boulevard Alfred Raoul, où s'est déroulé également le défilé militaire et civil. Il y a eu également l'élection de la Miss Congo, sans oublier la Coupe du Congo de football en deux versions. En version masculine, vous le saviez, l'équipe du club athlétique Renaissance Aigle-Okara a remporté la compétition, tandis qu'en version féminine, la coupe a été remportée par l'Athletic Club Colombe. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous avez suivi le défilé militaire et civil au boulevard Alfred Raoul en présence du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas comment est-ce que la République du Congo a pu accéder à cette indépendance. Eh bien, nous allons vous proposer cet élément de Lucas qui parle justement dans quel contexte la République du Congo a eu à acquérir cette indépendance. En 1958, De Gaulle est investi président du Conseil en France et entreprend des voyages en Afrique pour expliquer le projet qu'il veut entreprendre. Il dit, le 28 septembre, les gens répondront par oui ou non. Oui, ça veut dire qu'ils veulent rester dans la communauté franco-africaine. Non, ils veulent l'indépendance. En ajoutant même un petit bémol en disant ou sécession. Ce qui se passe le 28 septembre 1958, c'est qu'il y a 39 399 voix ont été enregistrées dans la catégorie de oui, c'est-à-dire veulent la communauté franco-africaine. Les non furent d'ordre de 2181 voix. Donc ils ont refusé l'indépendance. Il y avait à l'époque, au Stade des Bouées, puisque j'étais présent, j'étais jeune, des gens qui avaient applaudi quand il avait évoqué le mot indépendance. C'est l'Union de la jeunesse congolaise, des Mématika, et le syndicat CGAT, syndicat africain de gauche, avec les Boukambu et les Tolinganga. C'est eux qui ont dit de voter non. Lazare Matsokota, dirigeant de la FEANF, a tenu une conférence de presse au bar Feignon pour dire il faut qu'on vote non. Les gens n'ont jamais voté pour l'indépendance. Ils ont voté pour la communauté. Et ce qui est curieux, c'est que on raconte toujours comme ça les pères de l'indépendance. Ils n'ont jamais été les pères de l'indépendance, ils ne l'ont jamais revendiqué. Voilà, on parle des pères de l'indépendance, ils n'ont jamais revendiqué, donc on ne pourrait plus parler des pères de l'indépendance en ce qui concerne l'indépendance de la République du Congo. Mais voyons comment cette indépendance a été évoquée au Stade des Bouées par le général Charles de Gaulle. La France nouvelle a décidé, pour ce qui la concerne et pour ce qui concerne tous ceux qui dépendent d'elle, de choisir noblement
largement des chemins nouveaux, en même temps que pratiques, vers le destin. Plus tard, enfin, en présence de milliers de personnes, le général a de nouveau exposé les principes de la future communauté, à laquelle chacun des peuples qui composaient hier l'Afrique française pourra ou non adhérer en recevant la responsabilité entière de se gouverner lui-même. Autonomie et communauté française ou sécession. Nous avons droit à l'indépendance, mais certainement oui. D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. La métropole ne s'y opposera pas. Mais Brazzaville a déjà répondu. L'indépendance est acquise en 1960 dans un climat d'affrontement entre mouvements politiques à base ethnique. L'abbé Fulbert Youlou devient le premier président de la République du Congo, souvent appelé le Congo-Brazzaville. Voilà, sur ce plateau, nous avons Émile Opango, fils de l'ancien vice-président de la République. Avec lui, nous allons décortiquer certains aspects liés justement au parcours de la République. Merci, cher invité, M. Émile Opango, d'être venu sur ce plateau. Vous avez suivi ce défilé militaire et civil au boulevard Alfred Raoul, patronné par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ça a été le clou de ces événements prévus dans le cadre de ces festivités du 66 ans de l'indépendance. Alors, qu'est-ce que vous pouvez retenir de ces grands événements et de ce parcours de la République du Congo à aujourd'hui? Monsieur Justin, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'histoire, à ce que notre regretté doyen Atondi Lekas a dit? Effectivement, c'est des choses qu'il faut décortiquer. La plupart des dirigeants africains à l'époque hésitaient pour avoir tout de suite l'indépendance en 1958. Il y a un seul qui ne voulait rien savoir, qui voulait qu'on reste français, c'était Léomba, au Gabon. Il y a un autre seul qui a opté pour l'indépendance tout de suite, c'était Sékou Touré. Le reste hésitant parce qu'il croyait qu'il n'était pas prêt, il n'y avait pas assez de cadres, etc., etc. Mais des esprits éclairés comme les Matsukuta, qui étaient à l'avant-garde, qui étaient, à mon avis, une lumière, et tout de suite, ils voulaient qu'il y ait l'indépendance. Et je vous précise que Matsukuta, le défunt Matsukuta, était cousin direct au président Youlou. C'est un proche cousin au président Youlou. Alors, aujourd'hui que nous fêtons cette indépendance, c'est une bonne chose. De toute façon, si on était resté dans la communauté comme Français, on ne sait pas ce qu'on serait avec le cas de Mayotte, de la Nouvelle-Calédonie, de quoi. Ça ne donne rien, ça. Il faut qu'un peuple s'assume. Un peuple qui s'assume, nous avons obtenu l'indépendance, il faut qu'on aille de l'avant. Comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de déchirements dans l'histoire du Congo, l'histoire récente du Congo. Et c'est à nous, le peuple congolais, les élites politiques de tous bords, de comprendre qu'il faut avancer. Il faut avancer. Pour avancer, il faut se développer, il faut s'industrialiser, il faut se développer. Se développer, ça veut dire que l'école marche bien. Ça veut dire que les hôpitaux marchent bien. Ça veut dire qu'il y ait de l'emploi pour la jeunesse. Ça veut dire qu'il y a un tissu industriel qui crée de la richesse et donne l'emploi. Ça veut dire qu'il y a une agriculture performante qui réduise les importations de la nourriture, une nourriture qu'on peut produire ici. C'est ce que ça veut dire l'indépendance. Au-delà de toutes les manifestations qu'on peut avoir. Mais c'est ça le concret. Voilà ce que je peux vous dire. Et je souhaite que le peuple congolais et ses élites puissent avancer. Alors, si je comprends bien, M. Émile Opango, 66 ans aujourd'hui, vous pensez que le Congo tâtonne, le Congo stagne, le Congo n'avance pas? Je pense que, honnêtement, on a fait certes des efforts, mais il n'y a pas que les guerres qui nous ont retardés, les guerres civiles, il y a aussi le fait que notre gouvernance a encore beaucoup d'efforts à faire contre certains comportements. D'ailleurs, les slogans officiels le disent.
contre les déviances. Il faut qu'il y ait la bonne gouvernance. Il faut qu'il y ait la lutte contre l'impunité. Il faut qu'il y ait l'amour de la patrie. Il faut qu'il y ait l'amour de la patrie. Le Congo, ce sont 6 ans aujourd'hui. Nous pensons à nos pères, même si les cas la contredit qu'il n'y a pas eu de pères d'indépendance, mais nous parlons quand même de ceux qui ont fait de telle sorte que le Congo arrive à atteindre un certain niveau d'indépendance. Oui. Nous parlons de l'abbé Fulbert Youlou, nous parlons également de Jacques Opango, qui ont fait de telle sorte que le Congo avance. Est-ce qu'aujourd'hui, l'idéologie qu'ils ont prônée est vulgarisée ou peut-être rejetée? Bon, disons que avec le président Youlou et son vice-président Jacques Opango, il faut, à mon avis, toujours adjoindre Félix Tshikaya. Exactement. C'est le premier député du Congo et Gabon. Il nous représentait au Palais Bourbon, il représentait le Congo et le Gabon. C'était un élément radical. Avec les Jacques Opango, ils ont commencé ensemble dans des cellules politiques ici, gérés par la CGAT française. Ils ont été formés dans ce moule. Avec eux, il faut adjoindre des gens comme les Bikouma Germain, des gens comme les Lunda Aubert. C'est des valeurs qu'on a oubliées. Alors, l'idéologie des deux figures de proue de l'indépendance, oui, c'est vrai, vous avez raison de le dire. Vous savez, ça a été très contradictoire au départ. Des questions d'élection, questions de majorité, il y a eu des incidents, il y a eu des premiers morts. Mais vite, ils ont su refaire la paix pour avancer. Et le président Opango, travaillant avec le président Youlou, à un moment, il y a eu des divergences en 61 et 62. Le président Opango a préféré donner sa démission pour aller s'asseoir à Boundji. Il y est resté. Mais au bout d'un an, le président Youlou ne tenait plus. Vous savez, en face de lui, il avait des syndicats très bouillants. Et l'Union de la jeunesse communiste, de Matsukota, un certain Balosa Ntari, Balosa Belos à Bakongo, c'était un des plus remuants. C'est eux qui ont provoqué la chute de l'abbé Youlou, avec les syndicats. Ça ne tenait pas. Le président Youlou a fait revenir Jacques Opango, le courrier que vous avez vu, et Jacques Opango lui a dit « je reviens ». Mais il faut qu'on... Avant qu'on arrive à ce stade-là, du retour de Opango, qu'est-ce qu'on reprochait exactement à l'abbé Fulbert Youlou dans sa gestion? Bon, c'est bien de poser cette question, parce que beaucoup de choses ont été dites, et dans ces choses dites, beaucoup ne sont pas très exactes. L'abbé Youlou a un premier handicap. Il n'a jamais milité. Mais il avait le bagou, il savait parler. Ok, il a tiré les foules. Il était prêtre à Saint-François d'Assise, à Bakongo, vers le CCF. Comme il parlait, il a tiré les gens. Monseigneur Michel Bernard a décidé de l'affecter à Mindouli. Il disait que c'est un agitateur. Et c'est là qu'il a commencé à s'agiter. Bon, comme à s'agiter, c'est pas le terme approprié, mais à s'affirmer. Alors, mais comme, si vous voulez, le président Tshikaya, qui dirigeait le PPC, où il y avait les Papa Massamba Deba, les Lunda Aubert, tout ça, avait commencé à affaiblir et les Français n'en voulaient pas. Lui, il était dans le RDA avec le Faux-Bagny. Au Faux-Bagny, se sont retirés et s'étaient retirés du côté de la droite. Lui, il est resté à gauche. Et le président au Faux-Bagny, quand Youlou a créé son parti, quand le président Youlou, s'il vous plaît, a créé son parti, il a commencé à aider à débaucher les membres du parti du PPC de Tshikaya, parce que Tshikaya, étant député, vivait trop longtemps en France. Et dans ce climat-là,
vu la montée du MSA, certains, à la tête, Jacques Opango, oui. Alors, les papas Julien Bokambou sont allés voir le président Youlou, ils disent il faut que tu te présentes. Bon, la raison subjective, il faut comprendre l'époque, il dit le pôle n'a pas de leader, il faut que tu te présentes. Le président Youlou a dit au président à M. Bokambou, il dit mais toi tu es communiste, qu'est-ce que tu viens chercher chez moi? L'autre lui a dit viens gérer la nation. Et c'est ce qui s'est passé. Mais en venant, le président Youlou a eu un autre handicap, l'affaire des matuanistes. Les matuanistes ont d'abord voté pour lui, croyant que c'était le représentant de Mathieu André. Par la suite, ils ont compris que ce n'était pas la même ligne politique. Ils ont commencé à le boycotter. Mais le président Youlou a opté pour la brutalité. Ils ont été enfermés, exilés à l'intérieur, tabassés. Et comme c'était des gens un peu têtus, un peu illuminés, ils ont déchiré leur carte d'identité, ils ont décidé de ne plus jamais voter, ils ont abandonné leur emploi. Pour ceux qui avaient des retraites, ils ont dû garder ça. C'était vraiment terrible. C'est une épine dans le pied du président Youlou, surtout que ces gens-là, cette partie de la population, était majoritairement du pôle. C'est une déchirure. Par la suite, alors, l'autre faiblesse du président Youlou qui l'a conduit plus loin vers la chute, c'était le fait que ils veulent faire un parti unique et un syndicat unique affilié à ce parti unique. C'est là où les syndicalistes ont commencé à s'agiter. Voilà. Alors, M. Opango, nous avons vu quand même Jacques Opango intervenir aussi pour ceux qui avaient été incarcérés dans le département du Pôle à l'époque, je dirais, de cette autorité corse. Oui, Pierre de Bitafoko. Oui, Pierre de Bitafoko. Effectivement, ça, j'étais pas encore né, mais ça, on a un aîné là, un certain Jean-Louis Monekolo, son père était dans le groupe. Bon, la plupart de ces papas-là, ils étaient un peu originaires de Bundji, mais d'obédience politique un peu différente. Ils se retrouvaient sur des bases plutôt culturelles, parce qu'ils ne voulaient pas que l'Église catholique impose le français, le lingala à Bundji dans le rite catholique. Ils voulaient développer le mochi. Surtout que le lari s'est beaucoup développé dans l'Église catholique, dans le pôle, et il y a eu la traduction de la Bible en lari. Ce qui ne s'est pas fait de l'autre côté, ce qu'ils voulaient. Bon, ils se retrouvaient un peu sur ces bases-là. Mais par la suite, quand ils ont vu que Pierre de Bitafoko, en 1941-42, comme les matuanistes et ils maîtrisaient une bonne partie de la population de la région de Pôle, refusaient de payer l'impôt des 3 francs, alors, Pierre de Bitafoko, qui était préfet du Pôle et de Brazzaville, a commencé à brûler les gens, maltraiter des gens, tuer même des gens. Bon, ces papas-là, donc il y avait le papa Pamphile Adada, le père du ministre Adada, il y avait le vieux Monekolo, il y avait le vieux Kiba qui était cousin à Jacques Opango, mais ami à Fulbert Youlou par la suite, parce que le président Youlou en a fait un ambassadeur au Tchad. Il y avait... qui encore? Moïse Ekomba. Moïse Ekomba, c'est le grand-père d'un médecin, le docteur Thierry Yanza, qui passe beaucoup dans les émissions sur la santé. C'est le père de sa mère. Charles Kiba. Oui, Charles Kiba. Le Monekolo. Le Lunda. Lunda n'était pas là. Ils étaient tous originaires de Bundji. Mais ils se disent que ça, c'est nos compatriotes. On ne peut pas laisser faire. Ils ont écrit une pétition que Papa Adada a glissée dans le parapheur du gouverneur Félix Eboué. Le vieux Adada travaillait là-bas comme huissier et planton. De cette lettre-là, on les a fait arrêter, on les a fait juger, on les a mis à Kinkala en prison en 1942. Après 1 an, ils ont été libérés. Mais
Opango affecté, jeté au Centrafrique. Le vieux Adada est renvoyé du boulot. Il est allé faire la pêche vers Pikonda et Ouesso. Il est mort là-bas. Et Kombon, qui était cheminot, affecté à demeure dans le Mayombe. Bon, Monekolo était allé à Kinshasa et Kiba était allé au Gabon. Alors, M. Opango, aujourd'hui, vous reprochez à la République d'être versée dans le tribalisme. Est-ce que ce n'est pas des attitudes que nous avons acquis avec nos autorités de l'époque, avec des divergences, par exemple, entre Youlou et Opango? Bon, honnêtement, je ne le pense pas. C'est-à-dire, le Congo n'a jamais formé une entité comme telle avant la période coloniale. Les entités, c'était le royaume Téké, le royaume Congo, le royaume Luango. Ces peuples-là, la République du Congo, se faisant petit à petit, doit apprendre à vivre ensemble. C'est normal qu'il y ait des incompréhensions et des frottements au départ. La preuve, aujourd'hui, l'Angola a des Congo, la RDC a des Congo, le Congo a des Congo, mais les comportements ne sont pas toujours les mêmes. Chacun s'agrippe à son entité. Et je me rappelle, il y a quelques années, quand Boudidia Congo chauffait dans le Bas-Congo, ils ont essayé de pénétrer en Kaye dans la Poinza, mais ils n'ont pas pu. Ils avaient des bureaux, mais ils n'ont pas pu. Donc, chaque entité cherche à fédérer ses enfants. Mais le problème du tribalisme, si tu veux, de l'ethnicisme, est arrivé lorsque il fallait que nous puissions nous gouverner nous-mêmes à travers l'indépendance. Tant qu'il y avait le Coran, c'était des petites frictions. Et donc, qui prendrait le pouvoir? Certains pensaient que ce serait peut-être rien que pour son ethnie ou son groupe ethnique. C'est là où c'est arrivé. Est-ce que ce n'est pas né de divergences, puisque nous avons suivi attendu les casses, disant qu'il y avait deux franges, il y a ceux qui voulaient exactement, qui n'étaient pas majoritaires, mais qui voulaient l'indépendance, et il y avait cette majorité, la majorité ne voulait pas qu'on aille à l'indépendance. Ça, c'était surtout idéologique. C'était idéologique, de gauche, de droite. J'ai dit, Matsukota, qui voulait l'indépendance tout de suite, je vous dis qu'il était au président Youlou. Ils sont de la même famille. Mais le président Youlou, il voulait l'indépendance de la communauté. Il fallait passer par cette étape. Au Matsukota, vous voulez tout de suite. Maintenant, quand il y a eu ces problèmes, pourquoi il y a eu ces problèmes ethniques? C'est parce que lorsqu'il fallait passer à une étape où nous devons nous diriger nous-mêmes, il y a eu ces tiraillements. Et la fameuse affaire de Yambo, qui a fait que le pouvoir bascule du MSA-PPC à l'UDDA, c'est dû à quoi? Ils étaient réunis en France, les différents partis politiques avec les Français, et il y avait des gars des autres pays aussi, dont la Côte d'Ivoire. D'après ce que m'ont raconté les papas Kikumangot et papa Obongi, et lui-même, M. Senso, qui était UDDA, maire de Brazzaville, a parlé de ça à la télé. Yambo, qui était député de Moussenjo, aimait ça. Ils vont à Paris. Mais c'était un bon vivant. Ses frais de mission, il était allé brûler. Il revient voir M. Opango. Oh, chef, voilà, j'ai brûlé mon argent, tout ça. On lui donne l'argent encore. Il va, il brûle, il revient. Alors, lui dit, allez, fous le camp. Voyou, je ne veux pas te voir. Bon, il va voir le président Youlou. Le président Youlou dit, ah, moi aussi, j'ai pas assez d'argent, je me suis occupé de mes gens. Mais j'ai un ami qui a l'argent. Il l'a amené chez le président Houphouët-Boigny. Excusez-moi, M. Opango. Oui. Quand chaque Opango, comme qui dirait, refoule Yambo, vous parlez de Yambo, oui. Est-ce qu'il est exclu du parti? Pas du tout. Ou il était encore du parti? Il était du parti. Parce qu'entre-temps, il y a eu cette affaire de la corruption, semble-t-il. Mais je vous laisse quand même... C'est justement cet incident qu'on appelle corruption que je pense que ce n'est
Donc ce n'était pas la Le corruption. terme n'est pas adéquat, à mon avis. On peut conclure comme ça, selon ce qu'on pense. Mais c'est un incident de parcours qui est arrivé. Le monsieur était dans le besoin. Et la suite, c'est quoi, puisqu'il est allé de l'autre côté? Il est allé Ludedia, voir le chez président Houphouët-Boigny. Ils étaient encore à Paris. Houphouët-Boigny lui donne l'argent. Il dit, mais seulement, tu vas voter désormais pour mon ami Youlou, Alors que lui faisait partie du MSA. du MSA. Vous voyez? C'est comme ça que, étant venu ici, il a passé... Et comment vous qualifiez ce geste de Houphouët-Boigny? Houphouët-Boigny, bon, c'est un débauchage. C'est un débauchage. Mais je ne pense il pas... lui donne une instruction. Oui, Je vous aide. oui, je Et sais. il faut aller voter pour mon ami Youlou. Oui, Donc ça Mais- n'a rien à voir avec la corruption. pas exactement. Ok. Bon, maintenant, je ne pense pas que dans sa tête, le président Youlou pensait ça dès le départ. C'est une aubaine qui lui est arrivée, il a su jouer. Mais je sais aussi que le Félix Houphouët-Boigny, on voulait à papa Félix Tchikaya. Parce qu'ils étaient ensemble au RDA. Ils ont changé. Alors, depuis la période avant, il avait commencé à débaucher les gens du PPC, de Félix Tchikaya, pour les envoyer au parti de Youlou. De Youlou, UDDR. C'est comme ça que les Massamba Deba, les quoi étaient là-bas. Celui qui avait refusé, c'était Bikouma Germain. Et Papa Lunda qui a préféré s'asseoir. Et la suite qui a dégénéré, ça s'est passé comment, cette suite qui a dégénéré Bon, en conflit? ça a dégénéré en conflit parce que lorsqu'ils sont venus ici, bon, l'UDDA qui était appuyé par des partis des petits blancs ici, a convoqué une assemblée, l'assemblée, et les autres ont dit non. Ils disent qu'ils ont la majorité, parce que la majorité était d'une seule voix. Exactement. Ça a changé de camp. Les autres ont dit non, il faut des élections sur ce poste, on annule. Non, bon, puis le MSA a refusé d'aller Il s'agissait de quel poste? le poste de député, Le député. député de Mossenjo. De Monseigneur. Les autres ont dit non, nous avons la majorité. Le MSA a dit, alors là, si vous siégez vous-même. Et lorsqu'ils ont siégé, comme Pointe-Noire était une ville un peu hostile à l'UDDA, ils ont décidé de ramener la capitale à Brazzaville. Pour la petite histoire, en venant à Brazzaville, comme Dolisie est une ville où il y avait plein de MSA, les papas de Makino, les papas de Pierre-Michel Ngimbi, tout ça, c'était du MSA affiché. Mais ils sont allés attendre la délégation de l'UDD à la gare pour fusiller. On a dû les arrêter. Les tensions étaient là déjà, depuis Dolisie, et puis ça vient ici. Et lorsque c'est arrivé ici, bon, c'était toujours tendu. À un moment donné, M. Opango a été arrêté pour éviter les tensions. Enfin, Est-ce que c'était un instigateur? Pourquoi on l'a arrêté? non, c'était le jeu politique. Hein. Bon, il a été arrêté et ses militants se sont retrouvés au bar Bouya avec le vieux Kekungangot, le vieux Obongi Gabriel, Mambeke Boucher et tout le reste. Ils discutaient. Ils ont dit aux militants, laissez-nous, on doit régler ce problème. Et les militants disent, non, il veut la guerre, on va faire la guerre. Ah, non, 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 laissez-nous. Et ça s'est terminé en queue de poisson. Quels sont ces militants qui disaient qu'ils veulent la guerre? Les militants du MSA. Ils disent, les autres veulent la guerre, alors non, on ne va pas se laisser faire. Et en se séparant, ils sont sortis. Il y a un militant du MSA, je tairai toujours son nom puisque je l'ai connu. On me l'avait montré, mais je l'ai connu. C'est lui le premier qui a pris un pauvre jardinier, Bakongo, qui sortait du jardin et qui l'a poignardé. C'est comme ça que la guerre a commencé. Ce n'était pas prémédité dans chaque camp. Celui qui vous dit ça, ce n'est pas vrai.
Alors, M. Opango, il y a eu quand même cette lettre, je veux la lire, la lettre du président Youlou, qui a adressé une lettre à Jacques Opango, c'était le 20 mars 1963. Il ne peut vous échapper qu'avant de m'entretenir avec vous, il parlait de Opango, il me serait particulièrement agréable d'être tenu informé avec précision et sans ambiguïté de vos intentions présentes et futures. Ça, c'est Youlou qui parle à Opango. Connaissant l'amour passionné que vous avez pour notre patrie, je vous ai demandé d'apporter vos aides constructives à l'édification de notre beau pays. C'est dans ce sens que je vous demande maintenant de me dire, et avec franchise et sans équivoque, quel est votre point de vue sur ces sujets particulier. Alors, je vais également lire la réponse du président, j'allais dire, d'Opango, au président Youlou, qui disait « C'est avec un vif et plaisir que j'ai lu votre lettre numéro 320 du mois de mars courant. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier franchement et de vos exaltantes appréciations à mon égard. Malgré les médisances et les rumeurs absurdes, je pense que vous aurez toujours un bon souvenir de notre collaboration au sein du gouvernement de la République. La seule condition est d'être utile à notre cher papa. Donc il voulait parler du Congo. Vous êtes sans ignorer les souffrances que j'ai endurées sous le régime colonial pour atteindre mon idéal qui est toujours de servir notre Congo. À cette TV, j'emploierai toute mon énergie qui me reste encore et je la mettrai à votre disposition en toute dignité et en toute considération attachée à mon tempérament. Alors, j'ai pas trop bien compris les deux lettres. Est-ce que c'était une sorte de réconciliation entre les deux ou Youlou voulait solliciter le concours d'Opango dans certainement le futur gouvernement ou dans certainement le régime qui était instauré après ces événements? Oui, c'est-à-dire que la lettre là en 63, c'était après que Opango ait démissionné du gouvernement Youlou en 62. Exactement. Parce que ça ne marchait pas. Je vous ai dit que le président Youlou avait la faiblesse de ne pas avoir milité avant. Donc il ne savait pas gérer les petits conflits autres. C'était plutôt de belles paroles, un peu de l'empathie, un peu du bagou. À la limite, un peu de ruse. Et Opango, voyant ça, a décidé d'aller à Bunji s'asseoir. Mais étant resté sur place, le président Youlou avait en face de lui des syndicats bouillants qui n'acceptaient pas certains comportements. C'est des gens qui s'étaient formés dans la lutte coloniale, anticoloniale. Alors, déjà en 63, là, le président Youlou et son équipe étaient sur la sellette. Il sollicitait donc le retour du président Opango pour qu'il puisse faire équipe ensemble et régler certains points du pays. Mais le fond de la contradiction n'était pas que là. Il y avait les problèmes de la nation. En dehors des problèmes entre la majorité et la minorité politique. Il y avait les problèmes de la nation. C'est ça qu'il fallait chercher à résoudre. Et le président Youlou l'a fait venir un peu en envisageant cela. Mais je pense que la situation était déjà comme perdue. Avec l'entêtement du président Youlou de faire le parti unique, avec tous ces syndicalistes-là qui ne pouvaient pas accepter ça, et cette jeunesse communiste, c'était perdu. Bon, qu'on dise après qu'il a volé l'argent, bon, en tout cas au Trésor public à l'époque, c'était un Français du Trésor français qui gérait. Le président Youlou avait peut-être des facilités que ses amis lui faisaient, les Houphouët-Boigny, les Tchombé, puisque Tchombé avait sa radio ici, Radio Makala, qui émettait à Kinshasa contre le gouvernement de Kinshasa. Alors le président Tchombé avait donné certainement des biens au président Youlou, et c'est peut-être avec ça qu'il flambait un peu. Mais quant au reste, voler, non. Parce que mon papa nous disait que l'hôtel Bilombo, qu'on appelle aujourd'hui Olympique, ça appartient au président Youlou. Il avait pris un crédit pour cela. Papa disait qu'il n'a pas volé l'argent. Il a pris un crédit.
Alors, M. Émile Opango, nous tendons vers la fin de ce plateau. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles sont les leçons à tirer de ces événements? Puisque aujourd'hui, le Congo a grandi, le Congo est mature, malgré ces quelques divergences des hommes politiques, mais chacun de nous aspire au développement. Chacun de nous veut voir le pays se développer. Mais de tout ce qui s'est passé dans les années 60, dans les années 50, quelles sont les leçons à tirer aujourd'hui? Bon, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que le Congo a eu des faiblesses, le Congo a toujours des faiblesses, mais le Congo a un peu progressé. Vous voyez, du point de vue infrastructure routière, c'est quand même pas mal pour notre pays. Mais malgré ça, il y a d'autres problèmes. D'autres problèmes relatifs à la situation sociale qu'il faut se battre pour régler. Il faut qu'on fasse tous un effort. Vous savez, on peut avoir des opinions divergentes. On peut garder, permettez-moi le terme, les mêmes dirigeants pendant longtemps. Peut-être que ça va, peut-être que ça ne va pas. Mais tant que ça avance, c'est une bonne chose. Vous voyez la Turquie avec Erdogan, vous voyez la Chine avec le même président, Xi Jinping, pourvu que ça avance et que les gens trouvent leur compte dans leur vie sociale. Ce n'est pas la peine de s'entretuer tout le temps. Mais pour cela, il faut quand même de la compétence. Oui, il faut de la compétence. Il faut réprimer toutes les déviances. L'argent public reste l'argent public. Quand on le détourne, ça ne va pas où ça doit aller. L'argent public doit aller dans l'école, doit aller dans les hôpitaux, doit aller dans les routes. Et pour cela, je crois que le Congo a un effort à faire. Il faut un barreau d'honneur pour pouvoir vraiment avancer, passer une étape de l'industrialisation. Dans notre sous-région, il y a des pays qui ont des problèmes, mais qui font des efforts. Je prends le cas de l'Angola, du point de vue industrialisation, ça commence à passer à une étape. Il y a des problèmes, mais faisons des efforts ensemble, entre Congolais. Merci. Faisons des efforts ensemble entre Congolais. C'est le dernier message d'Émile Opango. Je rappelle qu'il était mon invité pour décortiquer un tout petit peu ces 66 ans de l'indépendance de la République du Congo. Émile Opango est le fils de l'ancien vice-président de la République, Jacques Opango. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle que la République du Congo célèbre ce 15 août, ce 66 ans de l'indépendance. Un événement officiel a été organisé au boulevard Alfred Raoul. Il s'agit du défilé militaire et civil qui a été patronné par le président de la République. Merci une fois de nous avoir suivis. On se retrouve à une prochaine occasion.